Bonjour à tous et bienvenue dans Futur Mag qui se déroule aujourd'hui à Tübingen en Allemagne, à côté de Stuttgart. Dans cette émission, vous allez découvrir une nouvelle technique utilisée pour soulager les enfants atteints d'hyperactivité et de troubles de l'attention. La commande est cérébrale. C'est une nouvelle voie qu'on veut explorer, qui est prometteuse. Elle permet de renforcer cet effet d'apprentissage et d'effort attentionnel. Ensuite, je vous emmènerai dans les coulisses des 24 heures du Mans. Vous verrez comment cette course mythique est aujourd'hui, plus que jamais, l'antichambre privilégiée d'innovation que l'on retrouve dans nos voitures. On a vraiment revu fondamentalement le concept de la voiture à tous les niveaux. Enfin, nous découvrirons les vertus énergétiques de la crotte animale. Grâce à son usine de métallisation flambant neuve, le zooparc de Beauval produit désormais son électricité avec les déjections de ses pensionnaires. Bien entendu, à tout moment, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux et nous retrouver sur arte.tv/futurmag pour une expérience interactive de l'émission. Pour notre rubrique Hommes, nous sommes à l'université de Tübingen. Nous allons évoquer une pathologie qui affecte principalement les enfants. L'hyperactivité et le déficit de l'attention, très handicapant notamment pour l'apprentissage. Mais avant de découvrir les dernières techniques développées dans le domaine, faisons le point en animation sur cette maladie. L'attention est ce phénomène qui permet de focaliser son esprit sur une chose quelle qu'elle soit. Les spécialistes distinguent cependant deux types d'attention. Le premier est l'attention inconsciente, un processus automatique et constamment en action qui nous permet de réagir instantanément aux stimuli de notre environnement. Grâce à lui, nous prenons environ 6000 décisions par jour de façon inconsciente, comme le fait de sortir par une porte et non par la fenêtre, ou de regarder avant de traverser un carrefour. L'autre type d'attention est conscient, et donc plus lent. Il nous permet de nous concentrer sur un objectif déterminé. Or, contrairement à une idée reçue, cette attention ne relève pas d'une simple question de volonté. Ses fondements sont neurobiologiques avant même d'être psychologiques. C'est en premier lieu une question d'hormones comme la fameuse dopamine sécrétée dans le cerveau et qui permet de hiérarchiser les informations. Tout dysfonctionnement hormonal peut donc entraîner des troubles de l'attention. Et ces troubles ne sont pas rares. 4 à 6% des enfants dans le monde en sont affectés. Des électrodes sur la tête, un ordinateur et un bon logiciel d'interprétation des ondes cérébrales. Voilà le matériel utilisé aujourd'hui pour traiter les déficits de l'attention. Cette technique s'appelle le neurofeedback, rétrocontrôle cérébral en français, et elle commence à faire ses preuves sur les enfants hyperactifs. Couramment appelée hyperactivité, les troubles de l'attention touchent aujourd'hui 5% des enfants en France et en Allemagne. D'origine neurologique, cette pathologie se manifeste par une incapacité à se concentrer, de l'agitation et une impulsivité motrice. Il n'existe à ce jour qu'un seul traitement reconnu pour améliorer l'état des patients, le méthylphénidate, un psychostimulant qui favorise l'attention. Mais ce médicament n'agit que lors de la prise et exige une prescription régulière. Pour optimiser le traitement de l'hyperactivité et limiter la prise systématique de médicaments, de nombreux chercheurs mettent tout leur espoir sur une nouvelle méthode non chimique, le rétrocontrôle neurologique, plus connu sous le nom de neurofeedback. Cette technique étonnante consiste à entraîner le cerveau pour améliorer ses capacités de concentration. À Stuttgart, en Allemagne, Florian est hyperactif depuis l'âge de 3 ans. Sa difficulté à maîtriser son attention s'est répercutée dès l'enfance, aussi bien dans les activités du quotidien qu'à l'école. À la maison, c'était extrêmement frappant. Il a toujours fait tout tomber. À table, il se levait sans cesse, il était incapable de se tenir aux règles. Lors des devoirs en classe, il lui fallait un temps fou pour commencer et se mettre en route. Il avait toujours besoin de brandir sa trousse ou son livre. C'était très difficile. Pour diminuer ses symptômes, le pédiatre de Florian lui prescrit du méthylphénidate pendant 7 ans, ce médicament qui stimule l'attention. Mais à 14 ans, Florian demande lui-même d'arrêter le traitement. Mes notes sont remontées à l'école. J'arrivais à mieux me concentrer, à faire attention. À la maison, ça se passait mieux aussi.
Mais intérieurement, je me sentais toujours agité. Et lorsqu'un jour à l'école, on m'a dit que prendre des médicaments tous les jours n'était pas vraiment bon pour la santé, j'ai voulu arrêter de les prendre. C'est à ce moment-là que Florian entend parler par son médecin du neurofeedback. Edith Schneider suit des enfants hyperactifs depuis de nombreuses années. Dès 2006, elle a commencé à utiliser la technique du neurofeedback pour soigner ses patients. Grâce à des électrodes, cette méthode mesure l'activité électrique cérébrale liée au fait d'être attentif. L'objectif, améliorer l'attention à travers des exercices ludiques. Ici, un avion symbolise la capacité de concentration de Florian sur un écran. Quand il est attentif, l'avion vole haut. Quand il relâche son attention, l'avion vole bas. Il voit ainsi l'activité de son cerveau en temps réel et de façon imagée. Sur l'écran apparaît une flèche bleue pointée vers le haut. Cela indique qu'il doit, en se concentrant, diriger son avion vers le haut. Lorsque la flèche rouge pointe vers le bas, cela lui indique qu'il doit piloter l'avion vers le bas, c'est-à-dire en se détendant. C'est comme un muscle que l'on entraîne, il se renforce naturellement, de manière durable. Ok Flo, je te montre vite fait ce qu'on a fait. Regarde. Ici, c'est la ligne bleue. Elle montre si tu as réussi à te concentrer aujourd'hui. C'est pas mal du tout. Le fait qu'elle aille vers le haut montre que tu t'es concentré et donc que tu arrives à être attentif. En 2 ans, il a suivi 50 séances de 30 minutes qui ont fini par porter leurs fruits. Lorsque je ne suis pas attentif, et donc que je n'ai pas entendu ce que disaient les professeurs, eh bien, j'essaie de me concentrer et je pense que je dois piloter l'avion moi-même vers le haut ou vers le bas. Et maintenant, j'arrive plutôt mieux à me concentrer. Si en Allemagne, de plus en plus de thérapeutes recourent au neurofeedback pour traiter l'hyperactivité chez les enfants, à Lyon, des chercheurs vont encore plus loin et tentent d'optimiser cette méthode en la rendant plus exigeante en concentration et plus ludique. Jérémy Matou, chercheur à l'INSERM, a eu l'idée de développer un système de jeu vidéo contrôlé par la pensée. L'objectif, appliquer ce neurofeedback d'un genre nouveau à de futurs patients hyperactifs. Le prototype qu'il a mis au point, un puissance 4. Dans ce jeu bien connu, 2 joueurs s'affrontent pour aligner 4 pions d'une même couleur. Alors ce que vous voyez, c'est 2 joueurs qui sont en train de jouer au jeu du puissance 4, qui est présenté sous une forme nouvelle ici, informatique. Et surtout, la commande est cérébrale. En fait, les casques dont sont équipés les 2 joueurs sont leur seul moyen de communiquer leur choix à l'ordinateur. L'ordinateur flash toutes les colonnes une à une très rapidement. Le joueur doit rester concentré sur la seule colonne où il veut poser le pion. Lorsque cette colonne est flashée, le cerveau a une réaction particulière que la machine va interpréter. Ce n'est donc que par la pensée que les cobayes peuvent jouer. La tâche de la machine, ça va être de décoder la réponse cérébrale quand la colonne voulue est flashée, pour bien positionner le pion. Là encore, la concentration du joueur est sollicitée. Plus il est attentif, plus il a de chances que la machine interprète correctement son intention de jeu. C'est une nouvelle voie qu'on veut explorer, qui est prometteuse. Il y a un certain défi dans ce jeu-là qui peut-être vont permettre de renforcer cet effet d'apprentissage et d'effort attentionnel. Pour prouver l'efficacité de ce jeu pour des patients hyperactifs, des tests cliniques débuteront en septembre 2014. Aujourd'hui déjà, Jérémy Matou collabore avec des industriels pour développer des jeux vidéo plus élaborés sur ce modèle. J'ai maintenant rendez-vous avec le docteur Ute Striel. Elle est psychologue et c'est une pionnière dans l'utilisation du neurofeedback pour traiter les problèmes de l'attention. Docteur Striel, vous venez de terminer une étude sur le neurofeedback, sur son efficacité sur les problèmes d'attention et l'hyperactivité. Quels sont les résultats ? Pour l'instant, et d'après ce que nous pouvons dire, il semblerait que le neurofeedback soit réellement une méthode spécifique et efficace. Est-ce que l'on sait si les effets du neurofeedback sont stables dans le temps ? Nous avons pu montrer que 2 ans après la fin de l'entraînement, les enfants continuent à s'améliorer.
Les parents sont de plus en plus satisfaits du comportement des enfants, leur attention pendant les tests s'améliore et ils ont su conserver leur capacité d'autorégulation. Du coup, nous pensons que le cerveau a vraiment changé. Grâce au neurofeedback, il a appris à réagir normalement, comme celui d'enfants qui ne souffrent pas de TDAH. Un traitement au neurofeedback, combien ça coûte aujourd'hui ? Eh bien, vous payez une séance normale de thérapie comportementale lorsque vous faites une séance de neurofeedback. En Allemagne, cela coûte entre 80 et 120 € de l'heure. Il vous faut entre 30 et 40 séances selon votre cas individuel. Ce n'est pas plus cher qu'un traitement médicamenteux? Non, certainement pas. À long terme, c'est même moins cher. C'est ce que nous avons vu dans l'étude à long terme. Au final, les enfants n'ont plus le diagnostic, ils n'ont plus le TDAH, ce qui veut dire qu'ils n'ont plus besoin de médicaments. Le neurofeedback permet d'augmenter ses capacités de concentration. Ça s'adresse à des malades. Mais est-ce que ça veut dire éventuellement qu'on peut essayer d'augmenter ses capacités de concentration indépendamment d'une maladie? Si moi, je veux pouvoir être plus performant, je peux faire appel au neurofeedback? Probablement oui. Vous apprenez à réveiller votre cerveau sur commande. Nos étudiants nous demandent souvent de faire le test. Nous l'expérimentons lors de nos recherches et c'est vrai que l'on se sent particulièrement éveillé et en même temps détendu après une séance de neurofeedback. La journée de travail semble plus simple après. Peut-être à l'avenir pourrons-nous tous faire une séance de neurofeedback le matin après s'être brossé les dents. Et est-ce que vous seriez d'accord pour me faire essayer cette technique? Oui, bien sûr. Alors allons-y. J'ai trop de cheveux, peut-être. C'est très étrange, on a l'impression de contrôler sans contrôler. C'est vachement dur. C'est incontrôlable. J'ai un peu de mal. Vous avez le droit de respirer, je vous en prie. Mais merci pour l'expérience. D'avoir eu un ordinateur comme prolongement pendant quelques minutes. Bravo, vous vous en êtes vraiment bien sorti pour une première fois. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Merci beaucoup, docteur. En particulier de nous avoir accueillis dans votre laboratoire et je vous souhaite du succès dans vos recherches à venir. Merci à vous. On dit que la musique adoucit les mœurs, elle pourrait aussi soigner. La chanteuse Björk a eu l'idée d'associer musique et jeu dans une application pour développer les capacités de concentration et c'est notre bref du web. La chanteuse islandaise Björk a décidé de mettre sa musique envoûtante au service de l'éducation des enfants et notamment des hyperactifs. Biophilia est une exploration multimédia poétique de la musique, des sciences et de la technologie. Le projet ? Un album de 10 titres couplés d'applications smartphone. L'application Solstice permet par exemple de comprendre le système solaire en créant ses propres mélodies dans la galaxie. Ce type d'apprentissage est particulièrement adapté aux enfants atteints d'hyperactivité, l'aspect tactile et musical les aidant à se concentrer. Ces applications constituent l'outil central du programme éducatif Biophilia qui s'est déroulé en 2013 dans plusieurs villes dont New York et Paris. Les organisateurs ont remarqué que les enfants hyperactifs excellaient à ces jeux interactifs par rapport à leurs camarades. Mais le projet est aujourd'hui en pause. Depuis 90 ans, les 24 heures du Mans sont un moteur puissant pour l'innovation automobile. Cette année, par exemple, le règlement a imposé une réduction de 30% de la consommation d'essence par rapport à 2013. Pour les constructeurs, pas le choix, il faut innover. Alors à quand les retombées pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde? La réponse est dans les coulisses de cette course mythique. Les 24 heures du Mans sont cette mythique course d'endurance qui a permis des exploits humains et technologiques. Une même voiture parcourt ainsi plus de 4000 km pendant 24 heures d'affilée à 240 km/h de moyenne. Aujourd'hui, le principe de cette course est repris tout au long de l'année à travers un championnat du monde d'endurance. À la différence de la Formule 1, la course d'endurance autorise des motorisations variées diesel ou essence.
C'est cette liberté qui a permis de nombreuses expérimentations depuis la première édition en 1923. Et une expérimentation qui fonctionne pendant 24 heures d'affilée fait suffisamment ses preuves pour que tout le monde puisse en bénéficier. Comme nous l'explique Jean Todt, le célèbre président de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile. Il y a eu une évolution absolument spectaculaire, impressionnante en matière de nouvelles technologies. Et si vous regardez une automobile, même dans les rues, d'il y a 20 ans et une automobile aujourd'hui, c'est absolument sidérant de voir justement ces nouvelles avancées. La compétition automobile amène beaucoup de progrès qui ensuite ont des répercussions sur les voitures de tous les jours. Nous allons découvrir ces innovations passées grâce à Vincent Beauménil, le directeur technique des 24 heures du Mans. Le phare à iode, le feu anti-brouillard que l'on voit ici, qui est clairement quelque chose qui a été utilisé et testé pour la première fois en course aux 24 heures du Mans, le frein à disque qui a été testé par Jaguar dans les années 50, mais je crois qu'on peut surtout parler de motorisation. Aux 24 heures du Mans, on a vu tout type de moteur au fil des années. Si je prends l'exemple de l'injection directe qui a été introduite aux 24 heures du Mans dans les années 2000, les quelques milliers de litres qui ont été utilisés lors de la course pour tester cette technologie ont permis sur la route d'économiser des millions et des millions de litres dans la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Nous sommes sur le circuit belge de Spa-Francorchamps où a lieu une des courses du championnat du monde d'endurance. Cette épreuve de 6 heures a une spécificité qui la rend cruciale. C'est la dernière course avant Le Mans. C'est la dernière occasion de valider et d'ajuster les prototypes. Et cette année, les contraintes du nouveau règlement vont engendrer des révolutions technologiques. On est à quelques minutes du départ de la course. Alors on va pas s'approcher plus près parce que tout ce qui se passe dans ce garage, c'est très confidentiel. Et puis maintenant que la course démarre. Porsche est en pole position. 3 constructeurs se disputent le titre. Audi, Porsche et Toyota. Vincent va nous expliquer en quoi ce nouveau règlement est si révolutionnaire. En 2014, la grande révolution de notre règlement, c'est que les concurrents vont être amenés à consommer 30% de carburant en moins par rapport à l'année dernière, tout en réalisant les mêmes performances chronométriques. Sur les 20 dernières années, la consommation des voitures aux 24 heures du Mans avait baissé de 20% en 20 ans. Et donc là, on a réussi à la réduire de 30% en 1 an. Donc c'est un bond vraiment révolutionnaire. Aujourd'hui, l'univers de l'industrie automobile est justement en phase de recherche de solutions liées au développement durable. Donc il y a des centaines et des centaines d'ingénieurs qui phosphorent du matin au soir pour essayer de trouver des solutions, pour exploiter au mieux justement cette quantité d'énergie limitée. C'est tout le principe. Et effectivement, c'est aujourd'hui le plus grand des challenges et c'est une grande ouverture à la créativité et à la technologie. Preuve que le sport automobile est concerné par les enjeux de société et environnementaux, la volonté de réduire de 30% la consommation des prototypes avec la même efficacité est un défi énorme que se sont fixés conjointement les constructeurs et les organisateurs. Et pour y parvenir, plusieurs paramètres. L'efficacité du carburant, l'aérodynamisme, les pneumatiques et la motorisation. Mais c'est surtout la récupération d'énergie perdue qui est la clé du succès. Le principe était déjà présent de façon expérimentale les années précédentes. Mais cette année, il faudra être efficace. Toyota était pionnier dans l'hybride grand public depuis plus de 15 ans. Appliqué aux voitures de tourisme, le système hybride fonctionne sur la récupération d'énergie de freinage, sa transformation en énergie électrique et son utilisation pour la propulsion. Cette innovation grand public a trouvé le chemin de la compétition automobile. Aujourd'hui, c'est grâce à elle qu'il sera possible de réduire la consommation des bolides. Mais comment le constructeur japonais a réagi à cette volonté de réduction de 30%? L'année dernière a été très intense. Et en une année, on a vraiment revu fondamentalement le concept de la voiture à tous les niveaux. Le système hybride, c'est-à-dire le système qui va utiliser des énergies perdues. Nous avons augmenté sa puissance. On l'a multiplié par 2. Nous nous sommes axés sur la récupération de l'énergie de freinage. Parce que c'est une énergie qui est présente en grande quantité et qui est perdue. Si on ne la récupère pas, elle est perdue.
Le système hybride repose sur la récupération de l'énergie dégagée lors du freinage. Auparavant, cette énergie était perdue en chaleur via les disques de frein. Aujourd'hui, elle entraîne un générateur pour créer de l'électricité. Sur chacune des roues, un système fait office aussi bien de générateur que de moteur. Lors du freinage, l'énergie cinétique est transformée en électricité par le générateur. Cette électricité est stockée, puis redistribuée à chaque roue via ces mêmes générateurs qui font alors office de moteur. Cette solution est une première réponse à la réduction de 30% de consommation de carburant. Nous faisons un gros effort pour récupérer le plus gros pourcentage possible d'énergie de freinage. C'est-à-dire que nos freins, nos disques de frein servent très peu. C'est le paradoxe sur cette voiture, parce que ce sont des moteurs électriques qui récupèrent, qui freinent la voiture. Cette fois-ci, ce sont les voitures de tourisme qui ont initié ces innovations. Mais comment les prototypes de compétition ont poussé ces recherches? Ici, ce que l'on fait, c'est qu'on a juste porté tous les éléments de cet ensemble à un autre niveau. C'est-à-dire qu'on manipule des énergies bien supérieures à ce qui est, pour l'instant, réalisable dans les voitures de route. On récupère vraiment une grande partie du freinage, ce qui n'est pas toujours fait sur les voitures de route. Et c'est là que notre activité va faire sauter d'un niveau, je dirais, le développement des voitures de route, parce qu'on sait maintenant récupérer de l'énergie, la stocker et la redélivrer avec des technologies qui ont une bien meilleure densité d'énergie. Et nous attendons bientôt l'application de ces améliorations sur les voitures hybrides grand public. Les 6 heures de Spa battent leur plein. Pour Porsche, cette année est historique. C'est leur retour à la compétition d'endurance après plus de 16 années d'absence. Ils ont inventé un système surprenant pour répondre à cette contrainte de 30% d'économie. Rendez-vous dans leur centre de recherche à Weissach, à côté de Stuttgart. Notre nouveau système se compose d'un moteur à explosion, de la boîte de vitesse et de 2 systèmes hybrides. Nous avons cherché à produire une efficacité maximale. Produire le plus d'énergie possible à partir d'un taux de carburant fixé. Le concept révolutionnaire de notre système hybride est la récupération d'énergie des gaz d'échappement. La récupération de l'énergie du freinage existait déjà en Formule 1. Nous avons ajouté la récupération des gaz d'échappement pour les sports d'endurance. Porsche utilise un système de transformation d'énergie de freinage uniquement sur le train avant. Ils innovent avec ce principe étonnant de récupération de l'énergie des gaz d'échappement. C'est une turbine placée sur l'évacuation des gaz qui transforme cet air pulsé en énergie électrique. L'énergie est stockée dans une batterie et redistribuée au train avant avec le même principe du générateur qui devient alors un moteur. Jusqu'à présent, cette énergie était perdue. C'est grâce à notre système de récupération que nous avons la possibilité de réutiliser cette énergie. La course de Spa se termine. C'est Toyota qui parvient à placer 2 voitures sur le podium. Mais le vrai bilan est la validation de ces innovations. Donc la course vient de se terminer. On a constaté que les voitures avaient été au même niveau de performance que l'année dernière, en consommant beaucoup moins de carburant. Quand je ferai le plein de ma voiture, eh bien, j'y penserai. Et je pense que, puisque ça équipera ma voiture, la voiture de tous les jours, on pourra tous se dire qu'on en a tous bénéficié et que finalement, tout ce travail, il n'a pas été fait pour rien. Notre rôle est d'être un exemple pour la société et de démontrer qu'on peut avoir des puissances comparables avec des émissions nettement inférieures et une consommation nettement inférieure. Les excréments ne sont pas que des déchets, ils constituent même une source d'énergie qui revient à la mode. C'est le sujet de notre rubrique Terre. Mais avant de vous dévoiler les nouveaux débouchés de la crotte animale, je vous propose de faire un point en animation sur son potentiel énergétique. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, bouse, crotte, fiente ou guano trouvent toujours une utilité dans la nature. Les animaux dits coprophages s'en nourrissent par exemple, comme certaines mouches qui y voient également l'emplacement idéal pour nidifier.
Les excréments constituent pour elles un apport de nutriments et de protéines, même si les bactéries qui s'y développent sont dangereuses pour nous. Les propriétés des déjections sont en fait variées et nombreuses. Une fois décomposé, le fumier est un excellent fertilisant pour les sols que l'homme utilise depuis l'aube de l'agriculture. Les bousses de vache, quant à elles, constituent un bon combustible une fois sèches, un isolant éprouvé ou un cataplasme bio dans la médecine de grand-mère. Mais notre modernité aussi s'intéresse aux déjections, car les gaz générés par la fermentation des excréments permettent carrément de produire de l'électricité. Le milliard de bovins élevés dans le monde génère 50 millions de tonnes de fumier par jour. Si on en récupérait ne serait-ce que la moitié, on pourrait alimenter en électricité toute l'humanité. Et on ne parle là que des excréments de bovins. Je vous propose maintenant de nous rendre au zooparc de Beauval, à côté de Tours. Là-bas, grâce à la méthanisation, le panda, la girafe et surtout l'hippopotame participent à la production d'électricité. Alors, le parc animalier n'est pas encore autonome en énergie, mais vous allez voir que les soigneurs, comme les pensionnaires, font tout ce qu'il faut pour y arriver. Situé au centre de la France, près de Tours, le zoo-parc de Beauval est l'un des 10 plus grands zoos d'Europe. Dans cet espace vert étendu sur une trentaine d'hectares, plus de 5700 animaux cohabitent en harmonie. Certaines espèces sont uniques en France, comme le panda géant, arrivé en Chine il y a 2 ans. Chaque jour, les animaux produisent près de 5 tonnes de fumier. Cette forte quantité de matière organique n'était jusqu'à présent pas valorisée par le zoo. Seuls les agriculteurs des alentours venaient la récupérer pour la répandre sur leurs champs comme engrais naturel. Rodolphe Delors, le directeur du parc, déjà impliqué dans une démarche écologique, a alors l'idée de récupérer ces excréments pour produire du gaz, le méthane. En 2012, il décide d'intégrer au zoo une usine de méthanisation. Cette usine à méthanisation s'inscrit dans une image globale, dans un objectif de limiter notre empreinte sur l'environnement et l'empreinte du zooparc de Beauval sur l'environnement. Depuis plusieurs années, nous avions un certain nombre de panneaux solaires sur des toitures. Nous avons mis en place le tri sélectif. Nous avons notre propre déchetterie pour trier les déchets. Donc cette usine, c'est un petit peu la continuité de notre démarche. Coût de l'opération, 2,5 millions d'euros. Après 2 ans de réflexion, 6 mois de travaux et l'aide de la région, l'installation a démarré sa production de gaz. C'est la première usine de méthanisation au monde intégrée à un zoo. Cédric, en charge du dispositif, dépose les excréments et litières des pensionnaires dans ce cylindre. Le tout y est mixé avec n'importe quel type de liquide afin d'obtenir un mélange fluide. On incorpore notre fumier. Grâce à l'agitateur qui est ici, on mélange tout ça afin de bien dissoudre le fumier, d'avoir un mélange qui soit bien homogène pour pouvoir ensuite le repomper et le réintégrer dans notre usine. Une fois la bonne consistance obtenue, la matière organique est pompée et arrive dans cette cuve. Impossible d'y pénétrer par manque d'oxygène. Ici, les excréments sont stockés pendant 60 jours. Ils sont privés d'oxygène et soumis à une température de 38 degrés. Cela favorise la prolifération de bactéries qui décomposent la matière organique. Les déjections sont alors transformées en un gaz naturel, le biogaz, composé de méthane et de CO2. C'est une lampe, ça nous permet donc de voir l'intérieur du réacteur. Donc là, on est sur le méthaniseur. Donc on voit notre fumier qui tourne, puisqu'il est bien sûr agité pour éviter de toute zone morte et avoir une bonne répartition pour nos bactéries. Et puis notamment surveiller s'il n'y a pas la formation de mousse ou de choses indésirables en surface. Le biogaz, une fois produit, va faire tourner un moteur à cogénération. C'est un moteur capable de transformer le biogaz en 2 types d'énergie, de l'électricité et de la chaleur.
La chaleur produite va servir à chauffer la maison des éléphants. Les pachydermes sont loin d'imaginer qu'ils n'auront pas froid cet hiver grâce à leurs propres excréments. Pour alimenter la toute nouvelle centrale, il faut de la matière première. C'est la mission quotidienne des soigneurs qui la collectent. Alors là, on nettoie les box. Ça, c'est fait une fois par jour. En cette période-là, parce que l'hiver, c'est 2 fois. Donc ils sont enfermés la plupart du temps. Et là, ça va être mis à l'usine à méthanisation après. Donc les quantités, 3 d'appert un peu par jour, ce véhicule-là. À voir les quantités de fumier ramassées, pas de doute, les pensionnaires sont bien nourris. Les éléphants font partie des meilleurs fournisseurs. Ici, tout est ramassé, paille comme excrément, et envoyé à l'usine. Chez les rhinocéros, c'est plus compliqué. Les copeaux de bois qui composent leur litière pourraient se coincer dans la machine et la détériorer. Seules les crottes sont donc ramassées. Chez les pandas, le tri est encore plus minutieux. Les 2 spécimens du zoo produisent près de 34 kg de crottes par jour, composées de morceaux de bambou. Les plus gros d'entre eux doivent être écartés. Une opération entièrement réalisée à la main. On va avoir une poubelle essentiellement de crottes et une poubelle de restes de bambou. Tout ce qui reste de bambou ne peut pas aller à l'usine parce que c'est beaucoup trop dur, ça ne peut pas être digéré par la machine en fait. Donc du coup on met essentiellement les crottes de panda. C'est donc une matière optimale qui arrive à l'usine et l'alimente en continu. Tout au long de la journée, les litières sont déposées sous ce hangar. Le fumier du zoo ne suffit pas pour nourrir la machine. Il ne constitue que 50% des apports. C'est là que le projet prend une dimension collaborative et dépasse le cadre du zoo. La commune livre ses tontes de pelouse. Un soulagement pour les habitants qui n'ont plus à subir l'odeur des déchets verts jusqu'alors laissés à l'air libre. Une solution locale qui arrange tout le monde. Les agriculteurs aussi sont intégrés au projet. Nous avons mis en place des partenariats avec des agriculteurs locaux. Nous récupérons différents fumiers, lisiers, dans des fermes aux alentours pour faire fonctionner cette usine. En échange de leur contribution, les agriculteurs récupèrent gratuitement l'équivalent en digesta. Un engrais naturel liquide et biologique. Embauché depuis l'ouverture de l'usine, Loïc fait le lien entre les différents acteurs du projet. On fait la collecte des fumiers, lisiers et déchets agroalimentaires pour amener aux zoos pour qu'ils puissent faire du digesta. Et après, le principe consiste à reprendre le digesta et de l'emmener chez les agriculteurs qui ont fourni du lisier ou du fumier pour le répandre dans les champs pour s'en servir comme engrais. Aujourd'hui, il apporte du vinaigre. L'ingrédient provient d'une entreprise de cornichons voisine. Celle-ci n'a plus à payer pour s'en débarrasser. Ce vinaigre est un liquide comme un autre, indispensable au bon fonctionnement de la machine. Chaque acteur y trouve ainsi son compte. L'unité de méthanisation de Beauval est plus qu'une simple réponse écologique à la gestion des déchets organiques. C'est une mini-centrale pour la région. Grâce au biogaz produit, le zoo va réduire de 20% sa facture énergétique. Quant à l'électricité générée, obligatoirement revendue à EDF, elle va alimenter l'équivalent de 3000 foyers. À terme, le parc espère avoir une facture énergétique nulle. Nous sommes maintenant dans une usine de méthanisation à côté de Stuttgart et je suis en compagnie de Michael Kottner. Bonjour. Bonjour. Vous êtes biologiste, expert en environnement. On est dans un endroit où on produit du biogaz. Quelle est la quantité d'énergie qui est produite? La puissance installée est de 500 kW. 500 kW, ça correspond à quoi en termes de consommation d'un foyer, par exemple? En termes de chaleur, ça fait suffisamment d'énergie pour environ 1200 clients et environ 4000 foyers en termes d'électricité.
Et ce type de centrale est très courant en Allemagne, si j'ai bien compris. C'est vrai. Nous avons en Allemagne 9000 centrales de ce type. Actuellement, ces 9000 centrales de méthanisation en Allemagne livrent environ 17% des foyers en énergie. Convertis en gaz naturel, cela signifierait que l'on produirait suffisamment de gaz pour économiser 20% de nos importations de Russie. Pour vous, est-ce qu'il y a un inconvénient? Le biogaz n'est pas disponible à l'infini. De nombreuses centrales fonctionnent à l'aide de plantes énergétiques, comme du maïs, et du coup, beaucoup de surfaces agricoles sont cultivées uniquement pour cela. Nous avons en Allemagne 17 millions d'hectares de surfaces agricoles, dont 1 million d'hectares de plantes énergétiques. Il faut se poser la question, cultivons-nous des plantes pour faire du biogaz ou pour se nourrir? C'est un grand débat qu'il faut mener. Cela dit, avant la production de biogaz, il y avait en Allemagne 2,4 millions d'hectares non utilisés, afin de stabiliser les prix des aliments en Europe. La méthanisation ne génère aucune pollution? La production artificielle de biogaz et l'utilisation massive de plantes énergétiques, qui en plus doivent être transportées vers la centrale, tout cela peut bien sûr avoir des effets écologiques négatifs. Le biogaz, même s'il est biologique, évidemment, il présente un risque d'explosion. Est-ce qu'une centrale telle que celle-ci est à risque? Le biogaz est un gaz explosif qui peut prendre feu. Mais ces risques sont minimes lorsque l'on respecte les normes de sécurité, très strictes, surtout ici en Allemagne et dans le Baden-Württemberg. Cela fait très longtemps que nous appliquons ces règles. Le risque d'une telle centrale n'est pas seulement lié au risque d'explosion, mais aussi à des accidents de lisier, des liquides qui fuient ou des gaz qui sont inhalés. Le biogaz est composé à 60% de méthane et à 40% de CO2. Si l'on respire du CO2, la respiration est directement bloquée et on meurt. Il y a très peu de cas d'explosion. Si je me souviens bien, il y a près de 9000 usines de méthanisation en Allemagne, quelques centaines en France. Pourquoi cette différence? À la fin des années 80, une grande coalition composée de tous les partis, pas seulement les Verts, mais aussi les conservateurs, les libéraux et les socialistes, tous ont décidé de faire avancer les énergies renouvelables en Allemagne. En France, on a misé sur une énergie centralisée, surtout sur l'énergie nucléaire. Ce n'est que depuis 2006 qu'il existe en France une loi concernant le rachat de l'électricité provenant des énergies renouvelables, soit 20 ans après l'Allemagne. Du coup, ce n'est que depuis 2006 que la France recommence à construire des centrales de biogaz. En revanche, il faut savoir que la France disposait déjà dans les années 60 et 70 de plus de 100 centrales de biogaz, alors que l'Allemagne n'en avait pas encore une seule. Il existait déjà à l'époque un mouvement vert en France, mais qui a été étouffé dans l'œuf par l'industrie nucléaire. Michael, merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission qui se poursuit comme d'habitude sur les réseaux sociaux et sur arte.tv/futurmag. Moi, je vous souhaite bon vent sur les chemins de l'innovation. Salut!